Ok, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne m'avaient pas vu au précédent webinaire, je m'appelle Olivier Mathieu, je suis formateur certifié Blackmagic Resolve. Voilà, donc on va aujourd'hui voir euh, plusieurs techniques qui se retrouvent dans Resolve pour pouvoir travailler à distance. Alors c'est un bien grand mot, travailler à distance, ça veut dire travailler avec deux postes qui soient pas dans la même pièce, hein. Euh, et il faut bien comprendre que Resolve a particulièrement une carte à jouer là-dedans parce que initialement, comme vous le savez, c'était un logiciel d'étalonnage. Donc du coup, il avait par essence des fonctionnalités pour communiquer avec d'autres logiciels. Alors je vais partager mon écran. Tac, tac, hop. Voilà. Alors, on va regarder toutes ces fonctionnalités qu'on retrouve à travers Resolve à différents endroits. Dans ce déroulé de présentation, sachez plusieurs choses. Un, ça va être assez dense, donc n'hésitez pas à noter vos questions pour les poser après. Et deux, moi je vais faire la présentation, tout se passera quasiment que dans un seul projet. Bien évidemment, c'est pas le cas dans la réalité. Dans la réalité, chacun a son projet ou on crée plusieurs projets à différents moments. Enfin, voilà. Donc, je vous indiquerai les moments où je change de sujet. Moi, je resterai dans le même projet Resolve, mais sachez que c'est un autre chapitre. On verra parmi tout ça donc comment optimiser les timelines, comment optimiser donc aussi les médias, toutes les fonctionnalités du logiciel, l'intégration avec Frame.io pour pouvoir éventuellement utiliser ce service d'échange de timeline et de médias, comment importer, exporter des projets, des timelines et des marqueurs, et conformation d'une timeline XML ou AF, hein, ça fonctionnera pareil, la démonstration sera sur de l'XML. Et aussi tout ce qui a à voir avec étalonner quand on reçoit une timeline, donc un peu le cœur de ce qu'était Resolve, comment on fait pour étalonner une timeline que l'on reçoit d'un autre logiciel. Et ça permet de couvrir un bon nombre d'outils. Mais avant tout ça, toujours l'idée de travailler à distance, c'est de travailler sur des machines différentes. Et qui dit machine différente dit matériel différent, alors matériel informatique. Et on va regarder effectivement les recommandations un peu de Blackmagic par rapport à Resolve et le matériel informatique. Alors, je n'ai pas traduit cette page, mais vous allez la comprendre. Il y a quatre composants essentiels dans une machine. Vous allez avoir un CPU qui est le processeur, un GPU que sont le ou les cartes graphiques, la RAM et le stockage. Vous avez deux moteurs et deux espaces de stockage travail. Le processeur, il va essentiellement servir à faire de la décompression et de la compression et de la débayorisation, parce que l'euro n'est pas forcément compressé. Et aussi quelques parties dans Fusion. Donc ça, c'est la petite anecdote. Fusion est un logiciel que donc Blackmagic a racheté et intégré à Resolve. Fusion est complètement CPU à la base et Blackmagic est gentiment en train de réécrire le logiciel en GPU, qui est d'ailleurs la logique même de Resolve. Donc il reste des bouts de code CPU dans Fusion. Voilà, les cartes graphiques, les GPU, bah, ils vont faire tout le travail que fait Resolve sur les images. D'accord. Grosso modo, il va aussi servir à débayoriser certains RAW, que sont le RAW de Blackmagic et le RAW de Red. Il pourra aussi faire du rendu, faire du rendu, les render cache files. Et puis bien évidemment, ça sert aussi à faire de l'affichage de l'interface. Voilà. La RAM va servir pour le cache de Fusion, puisque Fusion fait du cache que en RAM. Et puis, bien évidemment, la RAM utilisée par tous les process faits dans les autres pages.
Et ensuite, Resolve va aussi utiliser le stockage, bien évidemment, un stockage dimensionné de manière adéquate en taille et en vitesse, et donc des connectivités qui soient adéquates aussi à la vitesse. La configuration minimum recommandée par Blackmagic, c'est un système d'exploitation 64 bits qui soit donc Mac, macOS, Windows ou Linux. Pas tous les Windows, pas tous les Linux. allez voir sur la page du support. En quantité de RAM, il faut un minimum de 8 gigaoctets de RAM. Recommandation donc 16 gigaoctets. Pour les GPU, donc les cartes graphiques, donc une carte graphique NVIDIA, AMD ou Intel, grosso modo à peu près tout ce qu'il y a sur le marché, avec un minimum, je préfère le dire, de 2 Go de VRAM. Donc ça, c'est la RAM de la carte graphique. Ensuite, le GPU. Si vous achetez un nouveau GPU, il n'y aura pas de problème. Mais dans les GPU qui sont un peu vieux, il faut vérifier sa compatibilité avec les langages OpenCL 1.2 ou CUDA 3.0, qui restent assez anciens. Et enfin, pour le processeur, le minimum, c'est un processeur 4 cœurs. Et puis, si vous en avez plus, c'est beaucoup mieux. Enfin, des petites recommandations quant au GPU. Donc, Blackmagic veut mettre au point certains bruits de couloir. Voilà, pour fixer les choses. Donc, le DaVinci Resolve 1, le DaVinci Resolve standard, n'utilise qu'un seul GPU. Vous n'allez pas pouvoir utiliser plusieurs GPU si vous n'avez pas un DaVinci Resolve Studio, alors que la version Studio, elle peut facilement utiliser jusqu'à 8 GPU en fonction de l'OS, donc c'est surtout sur un Linux. Si vous décidez aujourd'hui de vous créer une station de travail Resolve, malgré ce que je viens de dire, il est toujours plus intéressant de prendre un GPU plutôt que plusieurs petits pour la même somme d'argent. Ça marchera mieux. Malgré, encore une fois, ce que je viens de dire, il y a des fonctionnalités qui ne tirent pas parti du fait d'avoir plusieurs GPU, comme le noise reduction. Le noise reduction étant quelque chose qui fonctionne très très bien dans la version studio payante de Resolve, mais c'est une fonction qui fait de l'analyse temporelle, donc qui est obligé de comparer des images d'avant et d'après dans un fichier, et dès qu'on fait appel à ce type d'analyse, on ne peut pas utiliser plusieurs GPU en même temps. Enfin, donc, si votre GPU n'a qu'un seul, si votre ordinateur n'a qu'un seul GPU, la version Studio n'apportera aucun gain de performance. Enfin, puisque c'est comme ça que historiquement travaillait Resolve, vous allez avoir un petit gain à avoir un GPU, donc une petite carte d'affichage dédiée à l'interface de Resolve, et avoir votre grosse carte, votre gros GPU pour le calcul des effets. Voilà. Donc on va retourner et on va commencer à voir comment travailler, comment optimiser le travail dans les timelines. Pour ça, je vais passer dans Resolve. Tac. Alors, j'ai ici, alors il va falloir que je bouge cette fenêtre. Ah, voilà, hop, je vais la mettre là. Alors, j'ai ici des médias en 4K RAW. Et je vais avoir donc un projet ici qui est en 1280 par 720p. Donc les images sont en 16 neuvième 4K et elles vont arriver dans une timeline en 16 neuvième 720p. Bien évidemment, la lecture est fluide. Je vais me mettre sur la version étalonnée. Donc on voit l'indice de lecture ici, quels que soient les étalonnages, puisque la chose à savoir, c'est que effectivement, la résolution de la timeline est la résolution de travail
du logiciel. Donc on a un peu généralement peur de changer cette résolution. Donc pour vous montrer que c'est pas, en fait c'est comme ça que le logiciel fonctionne, ici je vais essayer de maximiser, tac, j'ai enlevé mon media pool. Donc ici on a un plan avec une power window qui a été traquée. Je vais le laisser tourner en boucle. D'accord? Et elle a été traquée donc sur une timeline qui était en 1280 par 720. Si je change la résolution donc, de mon projet, donc visuellement, on ne va pas voir grand-chose, mais les timelines sont bien maintenant en 4K, enfin en Ultra HD. Je vais retourner ici. Donc là, vous voyez, on a beaucoup plus de mal à lire. Hein. Donc on sent bien que le logiciel maintenant ne travaille plus sur 1 million de pixels, mais 8 millions de pixels, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de mal. Donc la résolution de la timeline va pouvoir être un facteur sur lequel on va jouer pour avoir de la fluidité. Et notez, si je reviens toujours sur mon plan, que ici, donc, le track n'a pas bougé malgré le changement de résolution. Ok. C'est donc le premier point. Ensuite, alors, on va avoir une deuxième chose. Donc ça, c'est la capacité, on vient de voir la capacité de Resolve à donc adapter n'importe quel média, les médias 4K, là c'est des médias 4K RAW, dans une timeline Ultra HD ou une timeline HD. Donc ça fonctionne très très bien, et même en edit, sauf que, effectivement, en edit, on va pouvoir casser cette fameuse interactivité. Donc je me mets en edit, et je vous montre donc du coup le mauvais exemple. Alors là, on a envie de profiter d'avoir des médias 4K et de zoomer là-dedans pour avoir un espèce de raccord entre cette voiture et cette voiture. On l'a positionnée au même endroit. Et on a la mauvaise idée, je vais afficher mon inspecteur, enfin la mauvaise idée. Vous allez voir, donc sur ce plan-là, de laisser le scaling en crop. Alors c'est une mauvaise comment s'appelle appellation. Donc c'est le center crop with no resizing, et ce qui est intéressant c'est le no resizing. Donc ce scaling là, sur ce fichier là, je suis en train de dire à Resolve, je veux faire correspondre un pixel de ma source avec un pixel de ma timeline. Je peux donc maintenant changer, faire mon effet, changer un peu sa taille, essayer de le caler. Je vais remettre ici et puis lire ce qui se passe. Donc je suis content avec ça. J'ai fait mes effets en edit, mais le problème c'est que le scaling en edit étant en crop, là maintenant, si je reviens en 720, voilà, et ben tout est cassé. Bon, bah, vous allez le voir, ok. Donc bien faire attention à ça. Vous pouvez jouer avec la résolution de la timeline tant que vous ne jouez pas avec le scaling dans la page edit. Voilà. Alors, ensuite, on va pouvoir voir une deuxième méthode pour améliorer la fluidité dans les timelines. Donc je vais me remettre sur le Complete Grade et je vais me mettre ici. Donc je me mets sur ce plan-là qui a un étalonnage un peu lourd. Je vais même me passer en, si vous voulez, en... Alors attendez, on va vérifier. Malgré le fait d'être en 1280 par 720, là, il y a trop de calculs à faire sur ce plan-là. Donc on voit ici l'indicateur qui a quand même beaucoup de mal. Hop, et c'est pas fluide du tout. C'est pas fluide sur ma machine. J'espère que par le streaming, vous voyez aussi que c'est pas fluide. Donc l'autre fonctionnalité du logiciel pour essayer de rendre ça plus simple, c'est d'utiliser dans le menu playback le proxy mode.
je vais pouvoir passer en quarter resolution. Le quarter resolution, ben, grosso modo, il va encore maintenant, cette fois, je vais me mettre pour le lire en boucle, je vais me mettre directement en color. Donc, le quarter resolution va permettre de travailler, de dire à Resolve de ne plus travailler sur tous les pixels, mais une ligne sur 4, une colonne sur 4, donc un pixel sur 16, pour alléger le travail et quand même voir en temps réel. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Resolve, pour l'instant, il n'y a pas de rendu. Tout est fait en temps réel par la carte graphique. Donc si la carte graphique est sous-dimensionnée, voici les deux points avec lesquels on peut essayer de jouer pour continuer à avoir du temps réel, même sur une machine qui a une faible carte graphique. Ok. Très bien. Alors, ensuite, on va passer donc à la deuxième partie que sont l'optimisation des médias. Donc, on l'a vu, pour faire simple, l'optimisation des timelines, ça a à voir plutôt avec des GPU qui sont plutôt faibles. Et l'optimisation des médias, bah, ça va être plutôt des disques qui ne sont pas très rapides ou des processeurs qui ne sont pas très rapides. Toujours l'idée étant que bah, quand on travaille à plusieurs, enfin à distance, bah, il y a peut-être une des deux machines, hein, je le répète, qui n'est pas aussi puissante qu'on l'espère pour pouvoir travailler sur le projet qu'on partage. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de logiciels. Dans les réglages du projet, dans les master settings, la première fonctionnalité, ça va être d'utiliser les médias optimisés, les optimize médias. Donc on voit ici qu'ils sont déjà, donc il y a deux réglages dans ce carré. Donc la résolution des optimize médias, là j'ai choisi 1/8, donc ce sera 1/8 de la 4K. Et puis j'ai choisi, donc on peut choisir différentes résolutions, et puis j'ai choisi un codec, quitte à détruire la résolution, j'ai aussi choisi un codec qui ne pèse pas lourd, donc j'ai pris l'Apple ProRes 422 Proxy. Ces médias optimisés, quand ils vont être générés ici dans les working folders, dans le cache file location. Donc ils se mettent au même endroit que les rendus, d'accord, que vous définissez ici. Donc vous pouvez en définir un différent par projet. Je vais passer dans la page média. Je vais masquer ça pour l'instant. Je vais aller dans mon bin footage. Je vais prendre quelque chose de pas très long, par exemple celui-là. Et pour générer un média optimisé, il suffit simplement de faire un clic droit et faire Generate Optimize Media. Alors je prends quelque chose de pas trop long parce que voilà, il a été fait très très rapidement sur la machine. Et on voit donc en mode liste, si vous n'avez pas la colonne Optimize Media, vous faites un clic droit et vous affichez la colonne Optimize Media. Et ainsi, vous voyez quels sont les médias qui sont optimisés et à quelle résolution. Si vous ne savez pas quels sont les médias qui ne sont pas optimisés, on peut toujours créer un Smart Bin. Donc je vais créer un Smart Bin pas optimisé. Alors regardez bien le media pool, hein, il s'adapte en conséquence. Donc un Smart Bin cherche dans tout le media pool et dans tous les bins du media pool. Donc ici je vais choisir justement Optimize Media, is not 1/8. Tac. Alors je dis is not, si je le fais pas, ça va pas. Et je me retrouve, on voit ici, avec aussi les timelines. Donc, je vais envie d'enlever les timelines. Donc, je vais rajouter un critère. Tac. Ici, je vais aller dans Clip Type, is not, timeline. Et du coup, j'ai donc ici mon Smart Bin pas optimisé. Donc, si je prends Toy et que je demande maintenant de faire Generate Optimize Media, il a optimisé, donc il devrait disparaître ici de ce Smart Bin. Si j'en sélectionne un autre et que je le ramène, et puis, hop, Toy a vraiment disparu. Donc ça fonctionne, il faut un peu rafraîchir l'affichage. Donc ça c'est bien, on génère les médias optimisés qui permet donc de travailler à partir de plans plus légers à manipuler pour la machine. Si vous voulez lire plutôt les médias optimisés que les sources,
ici. Alors, première chose, vous avez donc un plan dans le média pool et s'il y a un média optimisé, en fait, il a deux sources derrière. Il a soit la source originale, soit le média optimisé. Dans le menu playback, c'est ici qu'on va pouvoir choisir si Resolve lit le média optimisé ou lit le plan original. Alors, je vais quand même reprendre tout doucement, hop, pour bien vous montrer. Ici, je vais me remettre mon Optimize Media. Alors, pourquoi il me met none? Alors, c'est que je dois être ici. Je vais me mettre dans Footage. Hop. Alors, je vais essayer de retrouver le plan dans la timeline. Donc, pour ouvrir le plan dans la timeline, ce que je vais faire, c'est que j'ouvre la source et puis je vais faire un match frame. Et hop, il me remet dessus. Alors, on va pas trop le voir, mais il est... Bon, il est moins bon en qualité. Je sais pas si ça se voit dans le... Je vais reprendre le Toy. Toy, je crois que c'est le premier. On a du mal à le voir. Bon, enfin bref. Surtout avec une résolution 720, du coup, on reste quand même de la 4K en 1/8e. Ça doit être encore potable pour la 720. Voilà, c'est la première chose, c'est ces Optimize Media. Il y a quand même un point à préciser, c'est le color management avec les Optimize Media. Là, pour l'instant, j'étais donc sans gestion de la couleur, hein. Donc, en color management, on va avoir la Color Science DaVinci YRGB où il n'y a pas de gestion de couleur, pas de transformation d'espace colorimétrique. Et on a deux autres Color Science, le DaVinci Y Color Managed, qui est la gestion de couleur maison DaVinci Resolve, et les SIs, qui sont une norme de Color Management. Si vous activez le Color Management, alors excusez-moi, sans Color Management, là les rows apparaissent bien, parce qu'il faut comprendre qu'avec les rows, Resolve a l'information de l'espace colorimétrique de la source et donc va bien, malgré qu'on n'ait pas activé de color management, les rows sont une exception et les rows donc vont être correctement color managés sans color management. Mais dès lors qu'on active le color management, on va pouvoir avoir des changements de couleur tout simplement entre alors là c'est pas forcément entre le row là, ce que l'on voit, hein, c'est juste qu'on a activé le color management. C'est le problème du color management quand on l'active et qu'on a des médias optimisés, c'est que si on lit la source, il va aller chercher le color space qui se trouve dans le row en métadonnées, et si il lit le média optimisé, il n'a pas de color space, il va falloir bien lui dire quel est son color space. Donc il va falloir correctement remettre le color space sur les éléments qui ont un média optimisé en faisant un clic droit ici avec l'input color space et bien lui redonner le bon color space, celui de la caméra. D'accord ? Donc là, vous pouvez le faire plan par plan, si vous avez des plans qui viennent de différentes caméras, ou rappelez-vous ici, vous pouvez aussi le faire dans Input Color Space, qui est un réglage par défaut pour tous les plans du Media Pool. Le réglage sur le plan est prioritaire par rapport à celui du projet, comme d'habitude. Ok. L'autre possibilité, c'est d'utiliser Resolve. Donc je passe à autre chose, hein. Je vais rester dans le même projet, mais c'est d'utiliser Resolve comme logiciel pour faire des bases def, des proxys, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc il y a une commande très très simple pour faire des bases def dans Resolve. Dans le menu File, vous avez un Media Management. Le Media Management va pouvoir faire des copies ou des transcodes des plans sélectionnés dans le Media Pool ou des plans d'une ou plusieurs timelines ou des plans de tout le Media Pool. D'accord ? Donc c'est assez simple, on apporte les cartes dans un projet et on lance le Media Management. Le Media Management va permettre de transcoder donc tous les médias ou simplement des médias avec les in et les out si vous avez à faire un peu de dérochage. Le plus simple étant de tout transcoder. Et on va pouvoir choisir
les formats. Donc si je veux faire préparer des médias sur un Avid, par exemple, je vais demander à faire des MXF au P1A, en DNxHR et en LB, et puis choisir la résolution qui m'intéresse. Je pourrais même descendre ici en 720 si j'ai besoin de faire quelque chose de très très léger. D'accord ? Et puis pour le son, je vais laisser du son non compressé. Je vais même laisser le son à 24 bits si mes sources sont 24 bits. Comme ça, le Mediacomp pourra directement envoyer le son à Pro Tools. Et on choisit un dossier dans lequel on veut le mettre. Pour l'instant, je vais pas le faire. On choisit un dossier et on n'a plus qu'à lancer le calcul. Donc la deuxième possibilité pour générer des médias plus légers, donc on a un Media Management directement dans le menu File. Je vais fermer ça. Ok. Alors, je vais changer de projet et je vais vous montrer un projet qui travaille sur des médias BaseDef. Si je regarde ici les plans, on voit que c'est des points move. Si je vais dans mes métadatas, on s'aperçoit que effectivement, c'est des Apple ProOS Proxy en 1280 par 720. Donc typiquement, des fichiers qui ont été générés avec le Media Management. J'ai ici deux plans offline, parce qu'il manque les plans dans le Media Pool. Donc on va regarder l'intégration de Frame.io. D'accord ? Frame.io est un service en ligne qui permet de partager des plans et des exports de timeline au sein de Resolve. Comment Frame.io est intégré dans Resolve ? Il faut aller dans les préférences de DaVinci Resolve. Vous allez tout en bas, dans l'onglet Système, dans Internet Account, ici vous rentrez vos logins et vos mots de passe. Vous pouvez même dire où est le cache de Frame.io. Dès lors que vous avez fait ça, dans la page média, dans l'onglet Media Storage, vous allez voir un disque virtuel ou réseau qui s'appelle Frame.io. Alors, j'ai les plans qui me manquent ici. Alors, on ne va pas le voir, soit la connexion est trop rapide, mais vous avez dans le Background Activity, normalement, on devrait voir le téléchargement des fichiers en local. En plus, là, je pense qu'ils ont déjà été faits. Mais vous pouvez toujours suivre ce que fait Resolve en tâche de fond vis-à-vis de Frame.io. Je vais glisser, du coup, ces deux plans-là. Donc, on les voit maintenant, puisqu'ils sont en cache, en local, sur ma machine. Je vais les glisser directement ici. Et on va s'apercevoir que, hop, je suis repassé sur ma timeline en edit. Et Resolve a retrouvé des plans dans le Media Pool qui correspondaient à ceux qui étaient orphelins dans la timeline. Cette fonctionnalité, c'est j'ai fait un clic droit sur le plan, le Conform Lock Enable. En gros, tous les plans Resolve essayent de constamment chercher dans le Media Pool la correspondance du plan qui a le même nom, le même TC, le même nom de bobine. Ok. Très bien. Donc très pratique d'utiliser le Frame.io. Je vais carrément me dire maintenant si dans ce projet j'ai envie de basculer sur les RAW originaux. Donc je vais pouvoir faire d'une manière un peu expéditive, supprimer tous les plans du Media Pool. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me retrouver avec tous les plans orphelins dans la timeline. Et je vais du coup tout réimporter. Alors je vais réimporter, je vais me remettre dans la page média pour réimporter. Je vais me remettre ici, je vais aller chercher les RAW. Donc là on voit bien que ce sont les BRAW. Hop, je ramène les BRAW. Et normalement, si je ne vous ai pas raconté de bêtises, avec le Conform Lock Enable sur tous les plans de la timeline, qu'est-ce qu'on devrait avoir ici ? Hop, tous les plans ont été directement reconformés avec les plans du Media Pool. Et donc là, maintenant, j'ai la même timeline qui travaille sur les fichiers sources.
OK. Alors, ensuite, on va voir effectivement comment exporter, on reviendra sur les marqueurs Fremayo après, comment exporter et importer un projet. Enfin, ça va être vite vu ça. Donc, l'idéal étant effectivement, c'est une démonstration de Blackmagic Design. Du coup, la configuration idéale, c'est d'être avec chacun un Resolve. Comment se passer le travail d'un Resolve à un autre? Ben, c'est extrêmement simple. On exporte le projet. Quand on exporte le projet, on va exporter le projet du nom que l'on donne et ça fera un fichier .drp qui fera quelques mégas qu'on pourra envoyer par mail ou par WeTransfer en fonction de ce que vous choisissez. Et vous pourrez toujours dans la database ici réimporter un projet que vous avez reçu. D'accord? Alors je ne vais pas le réimporter pour pas que ce soit le... De la même manière, vous pouvez, si vous êtes déjà en plein travail, à 2 ou à 3, vous pouvez utiliser des projets navettes pour vous faire passer des timelines avec tout le travail qui a été fait dessus, que ce soit de l'étalonnage ou des trucages, et bien évidemment le montage et le mixage son. Donc c'est extrêmement simple de se passer des projets d'une machine à une autre. Bien évidemment, il est à noter que quand on se partage des projets d'une machine à une autre, on peut aussi se retrouver dans la configuration où une des deux machines, si c'est deux machines, a une licence Resolve Studio et l'autre n'a pas de licence Studio, donc c'est un Resolve standard. Et il n'y a aucun problème pour ouvrir un projet fait sur la version Studio avec la version gratuite. Il y aura simplement un watermark qui apparaîtra, donc je ne peux pas vous le montrer, un watermark qui apparaîtra dans le viewer avec marqué Resolve Studio pour toutes les fonctions qui sont dans le projet, qui sont implémentées dans le projet et qui sont normalement utilisées dans la version Studio. Donc le passage, bien comprendre que le passage d'un Resolve Studio vers un Resolve gratuit et un retour pour le finishing dans un Resolve Studio, on ne perd rien. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la configuration parfaite d'utiliser plusieurs Resolve, on va aussi voir comment importer des XML et donc récupérer le montage qui vient d'un logiciel autre que DaVinci Resolve. Je vais enlever mon color management pour retourner à quelque chose de plus simple. Et on va du coup commencer à importer un XML. Je vais aller chercher mon XML. Je vérifie que j'oublie rien. Parce que là, on s'emballe. Clac. Alors, ici, j'ai un XML. Je vais l'importer, donc je vais l'ouvrir d'abord et je vais avoir cette petite fenêtre d'import XML qui me demande quelques réglages d'import. Donc un XML, c'est une description de la timeline avec les sources, les TC-in, les TC-out, éventuellement les manipulations faites sur ces fichiers, les étalonnages faits sur ces fichiers, et ainsi de suite. Bien évidemment, il faut bien comprendre que les XML ou les AF, il y a dans ces fichiers des fonctionnalités que Resolve ne possède pas, donc qu'on ne pourra pas voir. Donc c'est des langages qui sont quand même différents entre la manière dont fonctionne un Avid et la manière dont fonctionne Resolve, ou la manière dont fonctionne un Premiere et la manière dont fonctionne Resolve, ne sont pas complètement transparentes. On va quand même pouvoir récupérer des montages sans problème. La première option, là qui ne va pas m'être nécessaire, est de récupérer la résolution et la fréquence de l'XML pour régler le projet dans lequel je suis. Comme je suis déjà dans un projet de travail, ce n'est pas la peine. La deuxième étant la plus importante, automatically import source clip into the media pool. Là, ça va faire l'import de tous les plans qui sont en référence dans l'XML ou dans l'AF.
Sachant que c'est un montage qui utilise les mêmes plans que j'ai déjà là, je ne veux absolument pas les réimporter pour ne pas avoir de doublons dans mon media pool. Donc je décoche cela. De fait, quand je fais OK, Resolve va me dire, bon, ben, si on n'importe pas ce qui est dans l'XML, dis-moi dans quel bin je dois aller chercher pour faire la conformation. Et Resolve va faire une conformation tout seul. Donc, hop. Et ça y est, il m'a... Oups, je voulais le mettre dans le XML, clac, clac. Donc, cette timeline XML s'est ouverte et a été auto-conformée avec les plans du media pool. Alors ça, c'est bien, mais peut-être qu'il s'est trompé de plan. On ne sait pas. Est-ce que les points in et les points out sont bons? On ne sait pas non plus. Donc pour ça, généralement, on prend... Je vais me remettre dans la page média. Un export base def qu'on appelle dans le langage de Resolve un offline référence ou un référence offline. Donc je vais le retrouver ici. Donc ce plan-là est une base def de l'XML que je viens de... Donc un export base def de l'XML que je viens d'importer. Donc je vais l'importer dans le même dossier. Et il va falloir que je compare ce fichier-là, qui est la référence, avec la timeline qui est ici. Alors je vais masquer mon panneau metadata pour faire apparaître, comme j'ai une faible résolution, dès que j'ai mon media pool et mon inspecteur, j'ai pas deux viewers. Et j'ai besoin de mes deux viewers. Parce que là, j'ai besoin de mon viewer source, et mon viewer source, je vais le changer je vais changer sa fonction, et je veux dire que je veux voir un offline référence clip. Et je vais glisser, donc je change la fonction du viewer source, et je vais glisser cet élément, et maintenant les deux fichiers sont liés, donc on a vu que la vitesse n'est pas passée, hein, donc ça fait partie des choses dont je vous parlais. Hop. Et on peut vérifier que chaque coupe fonctionne. Première chose, si je relance depuis le début, on voit qu'il y a quand même des problèmes qu'il va falloir corriger. Alors la vitesse, on ne va pas la corriger, mais celle-là, on va la corriger très rapidement. Je vais masquer mon media pool. Ici, donc, les deux premiers plans, il va falloir que je les flippe. Donc je vais prendre ce plan-là, je vais aller dans l'inspecteur et je vais cliquer Flip. Je vais masquer mon inspecteur pour vérifier. Et effectivement, ça fonctionne. Ce plan-là n'est pas bon, je le sélectionne, je vais faire la même chose dans l'inspecteur et je le flippe. OK. Je masque mon inspecteur. Puis je continue, je vais aller ici, sur ce plan-là. Et là, je m'aperçois qu'il y a un problème de cadrage. Donc pareil, on a des outils à disposition pour recaler ça. Alors, je vais afficher mon inspecteur pour pouvoir travailler sur ce plan-là. Je le sélectionne, mais du coup, je ne vois pas l'autre. Mais je vais utiliser, en faisant un clic droit dans le viewer, le mode différence. Donc, il va faire la différence entre la ref, l'offline référence clip, et la timeline. Et je vais pouvoir, du coup, essayer de m'approcher au plus avec le mode différence. Alors je vais pas passer trop de temps pour peaufiner, mais l'idée étant effectivement, donc grâce au mode différence, je vais enlever le wipe, je vais enlever l'inspecteur pour qu'on revoie, et maintenant si je regarde, j'ai quasiment le même cadrage sur les deux plans. Ok, je continue jusqu'à la fin de ma timeline. Et là, c'est la cata. Donc, j'ai pas du tout le bon plan. Alors là, on voit les limites de cette mécanique de conform lock to enable. En gros, Resolve va chercher un plan qui a le même TC, le même real name et le même nom dans le media pool. Et le premier qu'il rencontre, il le prend. Donc je vais décocher cette mécanique, cet automatisme, pardon. Et si je zoome dans ma timeline, du coup,
Ben, il me met un petit point d'exclamation en me prévenant, en me disant, en fait, il n'y a pas qu'un seul plan dans le media pool qui correspond à ce qui est monté dans cette timeline. Donc je vais double-cliquer sur ce petit point d'exclamation et je vais avoir donc effectivement une fenêtre qui me dit, ben voilà, Resolve me prévient, me dit, voilà les deux plans qui correspondent aussi bien en nom et en comment ça s'appelle, et en TC et en real name. Alors on voit que les real names sont vides, hein, mais bon. Hop, donc je vais lui dire c'est celui-là que j'aimerais. Je vais faire change. Du coup maintenant il l'a remis. Hop, et si on regarde par rapport à la ref, ça fonctionne. Voilà. Il y a un fondu qui n'y est pas. Donc voici comment on peut facilement réimporter des timelines qui viennent d'autres comment ça s'appelle, logiciels de montage et puis continuer le montage dans Resolve ou passer directement à l'étalonnage. On peut aussi, que l'on soit en train d'étalonner ou en train de comment ça s'appelle, de continuer à monter dans Resolve, recevoir un deuxième XML du même montage modifié. Alors je retourne dans mon media pool, je vais réimporter un autre XML, réédite. Donc je vais réappliquer les mêmes réglages. On va passer dessus très rapidement. Tac. Allez, hop. Donc réédite. OK. Et on va pouvoir... Donc je vais fermer le réédite. On va pouvoir du coup utiliser l'outil... pardon. Compare with current timeline. Alors, j'ai fait un clic droit sur le Reedit qui est dans le media pool, alors que la timeline sur laquelle je travaille et la précédente est le XML Reconnect. Et je vais comparer ces deux timelines. Alors, plusieurs choses. J'ai une palette flottante ici. Alors, vu la résolution faible de l'écran, ça va être un peu compliqué. Alors, il faut que je déplace la fenêtre BlueJean. Et la deuxième chose, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a gentiment chargé la timeline Reddit dans le viewer source. Je vais dézoomer dans cette fenêtre Compare. Hop. Et il me montre les différences qu'il y a. Donc on a la possibilité de lire l'une. Donc celle qui est en comparaison est en haut. Et celle qui est ouverte est en bas. OK. On peut aussi demander à ce que les têtes de lecture soient synchronisées sur les mêmes images. Alors ça ne le fait pas en lecture, mais au moins quand on déplace, ici, pareil. Voilà. En vert, Resolve me montre les changements. Donc ici, je vais dire, je peux faire un clic droit et dire que j'accepte le changement. L'autre chose, c'est que la comparaison, dans la fenêtre de comparaison, elle ne se fait que par rapport à une piste. Donc vous allez pouvoir ici choisir, toujours dans les options de cette fenêtre, par rapport à quelle piste vous faites votre comparaison. Donc là, je vais maintenant faire ma comparaison par rapport à la V2, et je m'aperçois aussi, pareil, que ici, un plan a été inséré, donc je peux accepter. Ce plan a été rallongé. Je peux l'accepter. Je vais tout accepter. Et je vais accepter ici. Hop. Ainsi, maintenant, mes deux timelines sont identiques. Je vais pouvoir fermer l'outil de comparaison de timeline. Donc, pourquoi on fait ça? Ben, si vous avez déjà étalonné votre timeline XML Reconnect, ça vous évite de recopier vos étalonnages sur l'XML Reedit. D'accord? Bon, on va voir comment on peut faire ça ensuite. Ok. Alors, je vais rester sur cette timeline. Et non, excusez-moi, je ne vais pas rester sur cette timeline. Je vais aller sur la timeline Edit. Et sur la timeline Edit, si j'ai bien fait, j'ai bien préparé les choses, j'ai déjà exporté cette timeline via le pré-réglage Frame.io. Donc j'ai envoyé cette timeline sur Frame.io et on va aller voir Frame.io. Tac, tac, tac. Donc ici j'ai mon Frame.io qui est
et c'est la timeline qui a été exportée précédemment. Je l'ai fait en amont parce que le temps d'upload et de transcode, qui est quand même assez rapide chez Frame.io, est pas instantané. Du coup, pour les besoins de la démo, je l'ai fait en amont. Je vais retourner ici, dans la page Edit. Donc on va revoir une autre fonctionnalité de Frame.io. C'est donc les marqueurs Frame.io. Donc j'ai ajouté un marqueur Frame.io. Je rappuie sur M pour modifier le marqueur et en fait ça va être donc des commentaires. Et ici je vais dire saturer le plan. Je vais fermer la fenêtre de commentaires. Je vais aller sur l'export, donc je vais l'ouvrir. Et on voit ici le commentaire que j'ai mis dans Resolve. Donc Resolve a uploadé le commentaire sur Frame.io. Et je peux donc voir, hop, il charge, voir le commentaire. Et puis je peux éventuellement, sur n'importe quel autre plan, alors on va... Voilà. Ici, je vais pouvoir mettre un autre commentaire. Donc là, je fais l'inverse. Je vais créer un commentaire depuis Frame.io en espérant qu'il va redescendre. Enfin, en espérant, il va redescendre dans la timeline. Donc ici, on va dire plus de piqué. Donc j'ai mis un deuxième commentaire ici. Si je retourne dans Resolve, alors en attendant, hop, on voit que du coup le marqueur Frame.io est arrivé. Alors je vais me déplacer de marqueur en marqueur. Donc je me mets directement, je mets ma tête de lecture sur le marqueur. Comme par défaut, mon viewer de timeline me montre les marqueurs overlay, je vois directement le commentaire de Frame.io dans la timeline. Donc on peut utiliser les marqueurs avec Frame.io, ils sont directement intégrés, c'est simplement un type de marqueur. Si vous utilisez des marqueurs traditionnels, vous allez pouvoir, donc c'est ce qu'on va voir, exporter des marqueurs et les réimporter. Donc je vais prendre ces marqueurs-là, parce que c'est les seuls que j'ai sous la main. Je vais pouvoir exporter ces marqueurs avec donc la fonctionnalité... non, excusez-moi, je vais afficher. C'est le Edit, tac, Timeline, Edit, Timeline, Export. Et ici, j'ai Timeline Marker to EDL. En gros, Resolve a la capacité de faire une EDL et intelligemment, il va utiliser l'EDL pour mettre en commentaire de l'EDL les marqueurs. Je vais le mettre dans Remote, tac. Confirmer que ça c'est bien fait. Je vais aller me mettre sur, par exemple, sur une autre timeline. Alors je vais pouvoir, donc c'est la XML Reconnect. Et je vais pouvoir importer. Ici, c'est même marqueur sur cette timeline. Et timeline marqueur from EDL. Tac. Je réimporte ces marqueurs sous forme d'EDL. Alors, je vais faire un petit Shift Z et hop. Ici, on voit les marqueurs qui sont arrivés. Alors, c'est des marqueurs Frame.io, ils sont plus en lien, parce que c'est pas le même export, c'est notre timeline, ils sont plus en lien avec l'export de tout à l'heure. Mais au moins, on peut s'échanger des marqueurs si on a besoin de s'échanger des notes entre différentes timelines, si on est d'une machine à une autre. Les EDL, ce sont des fichiers texte, c'est très léger. Ok. Alors, maintenant, on va regarder des fonctions plus spécifiques. Donc, c'était la conformation d'XML, ce qu'on a vu avant. Je suis désolé, j'ai oublié de revenir là-dessus. Et maintenant, on va voir donc tout ce qui est étalonnage de timeline. Et la première fonction que l'on va voir, c'est dans la page média. C'est malheureusement si on a reçu un export de toute la timeline en un master et qu'il faut l'étalonner. La logique de Resolve, c'est qu'il ne peut pas étalonner qu'un plan, il faut étalonner tous les plans coupés. D'accord ?
Pour cela, on va utiliser le Send Cut Detection. Donc ça, c'est le plan, c'est la sortie. Donc c'est toujours le même. C'est la sortie à étalonner, d'accord? Mais ça reste qu'un fichier. Donc je vais créer ici un bin Send Cut. Et je ne vais pas l'importer comme ça, puisque si je veux le découper à l'import, eh ben, il faut faire un clic droit alors qu'il est dans le Media Storage, ici, et faire un Send Cut Detect. Je vais demander à faire de l'analyse d'image. Alors, ok, ça fonctionne. Je me demandais ce qui se passait. À faire de l'analyse d'image et il va essayer de trouver toutes les coupes dans le fichier. Alors ça, c'est source d'erreur qu'on peut contrôler. Hein. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois qu'il a terminé, voilà, clac. Donc dès que je me mets sur un trait vert qui est censé être une coupe, Resolve dans le Send Cut Detect, hein, c'est une fenêtre flottante, me montre l'image de la tête de lecture au milieu, me montre l'image d'avant à gauche et l'image d'après à droite. Donc là, on est réellement sur une coupe. Hein. Donc on peut essayer de voir comme ça si à chaque fois ce sont bien des coupes, si on n'a pas des fausses coupes. Par contre, il peut en louper. Le travail peut être grandement simplifié si on n'a pas d'analyse à faire et si on a directement une EDL qui nous a été envoyée avec le fichier, le master qui a été exporté. En gros, l'EDL va nous donner les coupes. Donc dans le Send Cut, on va pouvoir choisir une EDL et dire, alors je vais annuler l'analyse, et du coup, bah, c'est les coupes de l'EDL. Donc je vais faire confiance et me dire que, ben oui, ce sont bien les coupes. Je veux absolument mettre ça dans le Media Pool. Alors, attention, ça va les mettre dans le bin qui est sélectionné ici. Clac. Je ferme la fenêtre Send Cut Detect. Je me retrouve avec tous les plans découpés à partir de ce même plan-là. Et je vais pouvoir en faire, clic droit, une nouvelle timeline que je vais appeler Send Cut juste pour la démonstration. Je vais aller en Edit et je retrouve mon montage découpé. Donc ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'effectivement, si je bascule dans Color, je me retrouve bien avec mes plans et mes vignettes découpées. Et je vais bien pouvoir poser des étalonnages différents sur chacun des plans. Voilà à quoi sert le Send Cut Detect. Ok. Alors maintenant, on va voir une dernière chose. Ça va être donc la possibilité de prendre l'étalonnage d'une timeline. Si on se retrouve dans le cas, il y a la fonctionnalité qui s'appelle le Color Trace, de prendre l'étalonnage d'une timeline et de l'appliquer sur une autre. Donc un montage avec les mêmes plans, mais un peu changé. Alors pour ça, je vais retourner en Edit. Et j'ai des timelines. Donc j'ai une timeline qui s'appelle Complete Grade, qui est la timeline étalonnée. D'accord ? Et j'ai ma timeline Edit, qui n'est pas étalonnée. On va le faire sur celle-là. Non, on ne va pas le faire sur celle-là. On va le faire sur celle qu'on a importée, l'XML qu'on a importé. Donc pour ça, il faut l'ouvrir, clic droit, timeline, et on va utiliser donc la fonction de Color Trace. Pour faire simple, c'est une conformation d'étalonnage. On a deux possibilités de conformer selon une autre timeline. Et là, il va falloir, donc on peut aller conformer selon toutes les timelines qu'il y a dans la database de Resolve. Donc ce que vous voyez, le BMD qui est là, c'est ma database à moi, donc quelque chose que je ne vous ai pas montré. Dans le guest, j'ai tous les projets sur lesquels je travaille dans cette database. Donc dans ce projet, c'est le projet actuel, je vais aller rechercher la timeline Completed Grid. Je me retrouve ici avec le Color Trace en mode automatique. Donc il va essayer, alors j'ai des petits, il met un peu de temps. Bon, j'ai un petit problème là, peut-être avec le streaming, j'ai des vignettes qui manquent. Grosso modo, il va me mettre un code couleur et en vert, il va me dire tous les plans pour lesquels, donc de la timeline qui n'est pas étalonnée,
les étalonnages qu'il a trouvés. Et en bleu, il va me dire, un peu comme la conformation, hein, parce que c'est un peu ça, il me dit, ben voilà, j'ai deux plans qui correspondent à ce TC, à cette à ce TC, ce nom-là et ce real name, lequel des deux étalonnages tu veux. Donc on pourrait choisir celui-là, ou on pourrait même dire, non, non, en fait c'est un plan qui n'est pas du tout, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un autre plan qu'il faudra que j'étalonne. Donc ici je pourrais mettre cet as a new shot. Dans ce cas-là, tout est bien, je vais faire copy and grade. Je vais passer en color. On voit ici autour des numéros que maintenant les étalonnages sont bien posés sur tous ces plans. Je vais donc maintenant ne travailler que les plans qui ne sont pas étalonnés. Pour choisir les plans qui ne sont pas étalonnés, il y a dans la page color la lightbox. Je vais ouvrir la lightbox. Dans la lightbox ici, j'ai une colonne sur la gauche où je peux choisir Ungraded Clip. Donc je ne vois que les plans non étalonnés. Je referme ma lightbox et maintenant je n'ai plus que les plans non étalonnés. Donc je vois que les vignettes des plans sur lesquels je dois travailler. Très pratique. La lightbox est une version visuelle du menu clip qui est ici. Et donc je peux remettre ici All Clips. Alors, il y a un autre type de color trace. C'est le color trace par rapport au CDL. Alors, je vais le faire sur la même timeline. Donc, je vais retourner ici. Et je vais faire le color trace from CDL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une CDL? C'est des primaires qui ont pu être appliquées même dès le tournage, si on veut. Donc, j'ai ici le color trace, la CDL, excusez-moi. Donc la CDL, c'est simplement 4 séries de chiffres qui sont mis en commentaire dans une EDL. Donc c'est pas très sexy à voir, mais c'est en gros... alors, excusez-moi, je vais annuler ça. C'est en gros, en commentaire, un gamma, un gain, un offset et une saturation pour le rouge, le vert et le bleu pour un plan. D'accord? Donc c'est une primaire, il n'y a pas de tracking, il n'y a rien. Donc je retourne, clac. Donc je vais refaire mon color trace. Je vais... Excusez-moi, hop. Je vais aller chercher mon EDL qui a les commentaires de color trace. Tac. Et ici, malheureusement, il ne trouve rien, tout est orange. Pour lui, ce sont des nouveaux plans. Donc là, c'est parce qu'il n'y a aucune correspondance par rapport à ce qu'il y a dans le DL en termes de TC, de nom et de real name. Et généralement, le problème, c'est les real names, les noms de bobines. Donc, il y a la case à cocher ici, ignore les real names. Si je fais ça, hop, tout passe au vert et le bleu comme tout à l'heure. Et je vais pouvoir copier les CDL sur tous ces plans. Alors les CDL, tac, je repasse en edit. C'est vraiment des étalonnages très simples. J'ai du gamma gain. À savoir que les CDL donc, remettent le lumix à 0, puisque les CDL travaillent en rouge, vert, bleu, et non pas comme le moteur d'étalonnage de Resolve qui travaille en Y RGB. Ben voilà, j'ai terminé la présentation, donc qui était assez rapide et dense. Il faut savoir donc que moi, je suis formateur à vidéo design. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Resolve et tout ce que l'on vient de voir, n'hésitez pas à aller donc sur le site. Donc dans formation, vous retombez sur cette page. Vous pouvez choisir ici le DaVinci Resolve. Donc vous avez des formations de montage. Au précédent webinaire, vous avez des formations ici, donc Fusion, les formations d'étalonnage. Et puis il y a dans les outils vidéo, vous avez des formations dédiées à la technique avec Resolve qui permettent de mettre tout ça en place.
où on voit aussi du travail collaboratif et la gestion technique aussi du HDR et de la calibration. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et on va passer aux questions-réponses, je pense. Je ne sais pas si Jean-Philippe est là. Oui, oui, Ok, Jean-Philippe est là. parfait. Ok. Donc, n'hésitez pas à utiliser la zone chat pour poser vos questions par rapport à ce que Olivier vient de vous présenter. Ok. Alors, hop. Ah oui, tac. Alors, je vois une question de Jean-Damien. Donc, peux-tu fusionner deux projets? Alors, non, on ne peut pas fusionner deux projets, mais c'est quelque chose que j'ai évoqué très très rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un projet navette avec les éléments que tu veux rajouter. C'est ce qu'il y a de plus simple. Notamment si tu as un nouveau montage avec des un ou deux plans supplémentaires, tu copies de ton projet A dans un projet navette ta timeline. Tous les plans vont venir avec. Et il faudra copier la timeline dans le projet B de ta navette. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça ne va pas recopier les plans qui sont déjà dans le projet B. Seulement les plans qui seront en plus. Donc c'est assez pratique. Mais pas mergé. Bien évidemment, c'est pas justement avec un XML. Mais oui, oui, il faut utiliser un projet navette et ça marche très très bien. Non, CIA et B, la petite IA qu'il y a dans Resolve n'est pas capable de fusionner. Tu peux tout copier de l'un dans l'autre, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais du coup, à un moment donné, il va falloir arrêter le plan A et le plan B, prendre le plan B, copier tout dans le plan A, l'appeler C et envoyer C à la deuxième personne, ou je sais pas, mais c'est la seule manière. En tout cas, il faudra le faire manuellement, je pense. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Ok. Bon. Euh, alors, peut-on monter avec un serveur à distance en mode proxy? Alors, le mode proxy, c'est pour la lecture. Le serveur à distance, c'est pour les médias. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, si les médias, si, le problème, c'est la latence des serveurs. Euh, ça, ça marchera pas très bien hein, d'avoir des médias, malheureusement des médias à distance. Si l'idée c'est d'avoir les mêmes médias, c'est quand même bien d'avoir les médias en local, hein, même si c'est des médias en proxy, mais pas sur un serveur. De rien. Toutes tes connaissances, ouais, ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien pouvoir le faire. On va tout cloner, Olivier. On va devoir tout cloner. Ouais, ouais. Alors, je crois que j'ai pas très bien compris la question de Chris. Sur Frame.io, les rushs originaux du projet sont-ils installés? Alors, pas dans le cas de la démonstration, hein, j'avais juste deux rushs en base def. Tu pourrais avoir des rushs. Donc, Frame.io est un service gratuit avec je crois 2 gigas de stockage. Donc, si tu commences à stocker des médias plus importants, il faut que tu souscrives un abonnement. Mais tu peux aller mettre des médias, des rushs originaux sur Frame.io, je pense. Je suis pas expert, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Enfin, de toute manière, il y aura une version sur Frame.io, il y aura une version lisible en ligne. Parce que, évidemment, on ne peut pas lire des RAW en ligne. Donc, mais voilà, tout ça, ce sera transparent en fait. Alors, comment ne pas perdre en compte une piste audio musique en page cut et ajouter un élément à la suite?
Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question de Super Michel. Si tu ajoutes donc tu n'es que en cut, je pense. Ouais. Que en cut, bah, c'est peut-être une des faiblesses de la page cut. Bah, il faut que tu fasses un écrasé. C'est-à-dire que par défaut, la page cut, elle va te mettre les éléments à la fin. Ou elle a tendance à essayer de te mettre les éléments à la fin, surtout si tu as mis ta piste son en premier, et du coup elle va être elle peut être directement sur la première piste, elle va vouloir mettre les éléments derrière. Donc après il faudra monter avec des écrasés, alors je sais plus où il est, c'est Nil Ripple Overwrite, il faudra le glisser. Il faudra glisser tout simplement les médias. Si tu n'as que du son, il faudra glisser les médias et écraser et écraser. Ce qui n'est pas forcément le mieux, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique dans la page cut. La page edit est beaucoup plus simple pour faire ce type de manipulation. Si tu te retrouves avec une timeline où il n'y a rien, c'est assez facile de remettre des plans au même instant que la musique, euh, plutôt que ça se mette derrière. C'est du coup une faiblesse de la page cut. Bien vu. Pas trop de questions, pas trop de questions supplémentaires. Ah, peut-être le temps qui tape. Question RAM, 32 Go, gigaoctave fusion avec certaines plantes. Note Fast Noise Track. Faut-il augmenter la RAM? Alors, c'est bien dans le thème. Euh, il faut voir l'occupation RAM de ta machine au moment où tu l'utilises. C'est le seul truc qui, si tu vois que Resolve utilise toute la RAM, il faut l'augmenter. Mais malheureusement, effectivement, je sais pas quelle est la résolution de ta compo et la durée de ta compo, mais ça peut être vite gourmand en fait, ouais, effectivement. Mais avant, vérifier auprès de l'OS avec les instruments, les applications de monitoring d'occupation de la RAM, si ça sature ou pas en fait. Ok, les 3D. Ouais. Alors, peut-on utiliser des clips transcodés via le Mélin comme média optimisé? Non. Alors ça, il faut bien comprendre que les médias optimisés sont dans un format propriétaire, c'est une suite d'images .dvcc. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quel média, on est obligé de générer les médias optimisés. On peut simplement trimballer les médias optimisés d'une machine à une autre, d'un Resolve à un autre, mais c'est tout ce que l'on peut faire. Alors j'ai l'impression que les ingénieurs piquent toutes les bonnes idées des logiciels concurrents en rajoutant bien sûr une nouveauté. Chaque fois que je vous fais le cut, bon, faut que je passe au DaVinci. Merci. Oui. Ah bah c'est sûr que oui, oui, DaVinci, il voit ce qui marche à côté, il copie. Il s'en cache pas, hein. Quel âge des notations sous Framayo en mode 1.1? Alors, je crois que j'ai pas compris la question de Super Michel, là. Super Michel. Je vais Ouais. peut-être ouvrir son micro, au moins ça sera peut-être plus pratique. Hop, Mhm. il y a un micro possible. A priori, non, il n'a pas de Vous micro. m'entendez? Oui. Allô? Oui. Voilà, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Ouais. C'est bon, on vous entend. Ah, super, formidable. Ouais, j'ai une petite question sous Framayon. En général, quand on fait des annotations sur un format qui est différent d'un 16 neuvième, si le client retourne des choses ou ce genre de choses, Oui. ça revient totalement décalé en fait Ah, dans la timeline. spatialement. C'est Ouais, décalé spatialement, pas dans le temps, d'accord. Ouais, alors je crois ouais, qu'il y c'est a. ça. J'ai l'impression qu'il y a un scale qui se fait par rapport Oui, oui, sur tu as les raison. images. Bah, pour l'instant, j'ai pas de. Effectivement, encore une fois de plus. Bon, il y a pas de solution par rapport aux éléments. Ouais, ouais. C'est encore un bon Bon, bug, merci. j'ai pas de chance. Il y en a qui sont découvreurs de bugs, c'est bien. C'est Alors, cool, merci.
Ouais, de rien. Alors Thibaut, comment fait-on pour déplacer les médias optimisés? Alors le plus simple pour déplacer les médias optimisés, c'est un peu compliqué, mais la manière la plus simple, je vais la montrer, c'est de prendre un projet et d'en faire une archive. Au moment où on fait une archive, il y a une... Pardon, je vais aller me mettre ailleurs. Je vais me mettre sur le bureau. Et au moment où on fait une archive, on voit ici que on peut déplacer avec l'archive les médias optimisés et on réimporte l'archive sur l'autre machine et normalement il va pouvoir avoir les médias optimisés avec lui. C'est ce qu'il y a de plus simple. Après, voilà, c'est pas ce qu'il y a de. Pour l'instant, la gestion des médias optimisés est pas ultra souple. Peut-on utiliser des médias optimisés dans Fusion? Je pense que ça c'est une bonne question. Je pense que oui, hein, il n'y a pas de souci. Puisque c'est la source, normalement, il n'y a pas de. Si tu génères des médias optimisés, Fusion les utilise, hein. Ça devient... Fusion prend la source. Si tu as demandé d'utiliser les médias optimisés, il prend cette source-là. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que peut-être que ce qui peut être intéressant avec Fusion, c'est d'utiliser le mode proxy. Donc, ici, quand vous êtes dans Fusion, il faut bien. Alors, c'est ici. Faire ce mode proxy, il est en lien avec celui-là. Là. Il faut aussi que dans le playback, vous activez le mode proxy ici pour que... excusez-moi. Oui, c'est ça, hein, je crois. Alors, je ne suis pas très calé là-dessus, mais il faut que le proxy mode soit actif pour que les réglages de proxy qu'il y a ici, qui ferait... Ce mode-là, il fonctionne quasi presque comme un... non, c'est pas comme un média optimisé, je dis bêtises. C'est comme un mode proxy de lecture. Ouais. Donc, si vous voulez avoir des éléments plus en base def, il faudra générer des... Excusez-moi. Il faudra générer des médias optimisés. C'est mieux. Ouais. D'ailleurs, sur ça, un petit truc, il faut savoir que Fusion bénéficie, hein, Fusion bénéficie du superscale dans les clips attributes, d'accord? Donc si vous avez un fichier en 4K ici, puis que vous mettez du superscale ici en x2, dans Fusion, il va travailler sur de la 8K. Donc Fusion regarde la source, voilà. Donc si la source est un média optimisé, il voit... Alors on pourrait peut-être le voir directement ici. Si je me mets là-dessus, hop. Alors non, non, il n'a pas l'air de prendre le média optimisé, hein. Je dis des bêtises. On voit la résolution. Le média optimisé doit être scalé à ça, donc non. Et là, pour le coup, du coup, la seule possibilité, si on veut avoir un média, bah, il va falloir faire un proxy et puis l'importer dans le projet et puis conformer le plan avec ce média-là. Pour sélectionner une piste précise, alors ça je pourrais mal... Ouais, mais, Michel, je suis désolé, je pourrais pas te dire. J'ai très peu manipulé le keyboard. Donc pareil, tu dois parler de la page edit. Savoir si on trim, si on fait du roll ou du ripple en V1 ou en V2. Je vais pas pouvoir te répondre. Ouais. J'ai pas la réponse non plus. Hmm. Bon. Alors, est-ce que nous avons encore des questions plus ou moins liées à ce qui a été évoqué au cours de la présentation?
Nouvelle question. Timeline en automatique, c'est-à-dire en automatique. Que la comparaison de timeline s'ouvre automatiquement? Je vais ouvrir le micro. Alors, il y aurait comme possibilité de se retrouver dans cette configuration-là. Donc ici, d'avoir deux timelines. Donc là, c'est le résultat qu'a fait le compare timeline. Je vais masquer le media pool. Notez donc ici que c'est un peu spécial. Il y a une timeline qui est chargée dans le viewer source. Donc on pourrait comparer les deux timelines, enfin comparer visuellement, simplement en activant dans un des deux viewers le gang. Et du coup, on va avoir donc les mouvements, les têtes de lecture qui vont se déplacer. Mais si on veut pas utiliser la fonction compare timeline, on va pouvoir le faire comme ça. Je sais pas si ça répond à la question, mais parce que je comprends pas bien le mot automatique. Un, 2, 3, 4, 5. J'entends quelqu'un là. C'est Tu bon. m'entends? Ah bon, j'ai mis mon micro. Voilà, c'est bon. Vous avez Ah, en temps réel. Ah oui. On travaille à plusieurs, souvent à trois sur la même timeline. On se passe le DRP. Oui. Ensuite, je reçois le DRP d'une autre personne. Et j'ai mon ancienne timeline. Donc, et je voudrais comparer les deux pour voir à quel endroit il a fait des modifs, quoi. Bah ça c'est le. Alors je sais pas si tu étais là, mais Je le fais, mais manuellement, quoi. oui. Euh, Alors je le fais manuellement, c'est-à-dire que C'est-à-dire, je mets les deux timelines l'une sous l'autre et puis je regarde les métrages un par un pour voir les modifs. donc pendant la démonstration, Est-ce que ça pourrait se faire automatiquement? alors dans la démonstration, tu l'as suivi depuis le début parce que j'ai montré le con. Oui, mais j'ai pas tout à fait saisi. Oui, oui, Ouais. Et donc l'outil Compare Timeline, il est là pour ça, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire glisser les changements d'une deuxième timeline dans la première timeline pour continuer à travailler dans ta première timeline. oui, voilà. C'est la logique de cette fenêtre qui s'appelle Compare Timeline, enfin Compare with Current Timeline, pour pas que tu aies justement à retravailler sur la nouvelle timeline qui vient d'arriver. Ok. D'accord? Du coup, tu as juste à copier, si tu reçois une nouvelle pareil, dans ce que je disais, si tu reçois un nouveau montage via un DRP navette, tu copies la timeline du DRP navette dans ton projet, tu la compares cette timeline avec sa timeline de travail et tu acceptes les changements ou pas. Ok. Donc en gros, accepter les changements, ça veut dire intégrer les différences qu'il y a entre la nouvelle et l'ancienne. Et tout ça, tu vas toujours travailler dans ton ancienne timeline qui sera la tienne. Oui, parce que lorsque je passe le DRP à quelqu'un, moi, je continue à travailler dessus, en fait. Hmm. Et après, quand il me le renvoie, moi j'ai déjà fait des nouvelles modifs, quoi. Hmm. Alors, c'est pour ça qu'il y a un truc dont je parle là, c'est que le DRP, c'est bien au début de se l'envoyer une première fois en entier, après les imports, les classements, des choses comme ça. Mais après, quand vous voulez vous échanger des montages, utilisez un DRP navette, un projet temporaire. Si j'ai besoin, par exemple, d'envoyer, allez, on va dire, je vais me mettre sur le master grade. Pardon, non, ça c'est le master, le complete grade. Donc si j'ai besoin d'envoyer tout ce travail à quelqu'un qui a déjà un projet qui est intégré, ce qu'il faut absolument faire, c'est se créer un projet navette. Navette, ben, on est le combien 2020. Donc 0615. Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma timeline. Donc ici, je vais demander à voir la timeline dans le media pool, sélectionner la timeline et la copier. Et je vais aller la coller dans la navette. Ah oui, ok.
D'accord? Et là, vous avez la timeline qui vient avec tous ses plans. Et c'est la personne qui va le recevoir, elle a juste à copier ça, elle importe le projet, et ensuite elle copie la timeline de sa navette dans son projet à elle. Ça évite de... Sinon, on s'en sort pas, quoi. Et oui, oui, oui. Voilà. Bon, Ça répond à la question? je vais regarder de nouveau, hein. Ouais, ouais. C'est de l'organisation, en fait. Oui. Très bien. Oui. Je ne sais pas si Jean-Philippe est encore là. Donc oui, oui, moi j'enregistre la diffusion sur mon écran et effectivement, Oui, ça je l'ai dit au début du chat, ouais, j'ai précisé qu'effectivement il y aurait un enregistrement qui serait mis tout à à fait. disposition a posteriori. Pas Mm. de souci. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'on a fait le tour Mm. des questions demandées? Bah, tant mieux. Je suis Ok, content que ça plaise. parfait. Mm. Bon, on n'a pas encore le thème du prochain webinaire. On Non. verra de quoi il en retourne. On a discuté en préambule de ce séminaire avec Olivier Mm. d'idées sympathiques, mais sur des fonctions quand même avancées de Resolve. Mm. Donc c'est vrai que Ouais. ça nécessitera d'avoir une bonne connaissance et de ne pas être niveau débutant, mais donc plutôt quand même voilà, utilisateur entre guillemets confirmé Mm. de DaVinci, mais ça aura effectivement ça aura du sens. Ouais. Donc c'est à l'étude, on est en train de voir quel sera le thème, mais ça tournera certainement autour de la collaboration. Mm. On essaye, ouais. Activité, et collaboration surtout au sens local, plus que remote, plus que distant. Mm. Ça sera vraiment dans le cadre Truc. au sein d'une même structure, au sein Mm. d'un même réseau. Mm. Il y aura à la fois des monteurs, des étalonneurs, Les truquistes. des compositeurs, des Mm. artistes Mm. qui travaillent vraiment en collaboratif sur le même projet pour avancer le projet au plus vite sur les différents aspects en parallèle, de manière justement de tirer parti de cette capacité de travailler simultanément sur le même projet. Donc je pense que c'est une des pistes qu'on a retenues pour un thème d'un prochain webinaire. Voilà, on verra ça. De toute façon, vous serez informés, je pense. Exactement. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, Nancy, encore? Non, ok. Eh ben, très bien. Donc s'il n'y a plus de questions, on remercie Merci à d'avoir tous. assisté à ce webinaire-là. Mm. Pour ceux qui sont partis à la fin ou ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, effectivement l'enregistrement sera disponible prochainement et on vous dira Mm. où le visionner, Mm. au même endroit vraisemblablement que le précédent. Donc ceux qui ont besoin de voir un replay pour mieux appréhender certaines fonctions un peu avancées qu'Olivier a montré Mm. aujourd'hui, Mm. vous pourrez le faire la tête reposée, en toute quiétude, chez vous, tranquillement. Yes. Très bien. Donc on vous dit merci et on vous retrouve pour un prochain épisode, vraisemblablement dans quelques semaines. Allez, merci Merci à bien. tous, merci Olivier, Merci. à bientôt. Au revoir.